Alors, du soleil, la terre, la forêt, l'occasion de parler d'un livre d'Ernst Junger, Le recours à la forêt, qui est en fait le sous-titre d'un livre qui s'appelle Traité du rebelle, je crois. L'occasion de parler d'Ernst Junger, un personnage tout à fait atypique. Déjà parce il est né au 19e siècle et il est mort au 20e siècle. Il est mort en 1998 à l'âge de plus de 100 ans. Et c'était devenu une figure allemande tout à fait respectée, enfin franco-allemande, après avoir passé plusieurs épisodes de sa vie où il avait changé, lui changeait pas, mais en fin de compte la société changeait et le changeait de camp si j'ose dire. Alors Hans Junger est né dans une famille de la petite bourgeoisie allemande, d'un père catholique et d'une mère protestante, qui d'ailleurs longtemps n'a pas été mariée, ce qui était déjà quelque chose de suffisamment atypique pour l'époque. Et son père était chimiste et était très francophile, ce qui était déjà une autre curiosité. Il a transmis cette bonne maladie à son fils, et à tel point qu'en 1912, il est parti s'engager dans la Légion étrangère française. Alors déjà encore une curiosité, où il lui est arrivé un certain nombre d'aventures de jeune homme, et de mésaventures aussi. Et en 1914, il ne s'engage pas côté français, il ne faut pas exagérer, il s'engage côté allemand. Et il a une expérience de la guerre tout à fait extraordinaire. Alors justement là, en décalage avec tous les récits de guerre antimilitaristes, voire carrément pacifistes qu'on aura après la guerre, lui il va en sortir un livre qui va le rendre célèbre, Orage d'acier, qui est une œuvre militaire mais pas militariste, c'est-à-dire lui il aime la guerre mais il n'aime pas la faire. C'est en fin de compte la réécriture de son journal de guerre. Et c'est un espèce de choc littéraire dans l'Allemagne, et ce sera pendant longtemps l'un des livres préférés d'Hitler. Donc du coup, Ernst Junger sera classé pro-nazi pendant des années, bien à tort, j'y reviendrai. Ensuite, suite au choc de la défaite, il va continuer une carrière littéraire dans la suite d'Orage d'acier. Et il va très très vite, en fin de compte, prendre ses distances avec le nationalisme allemand, dont il va pourtant rester une figure. Alors là, c'est un autre paradoxe du bonhomme, c'est un anti-moderne, d'où justement son livre Recours aux forêts, où face à la modernité qui le dérange, qui le désoriente, qui le désappointe, qui le déçoit aussi, eh bien il écrit ce livre Traité du rebelle, où en fin de compte c'est une espèce de la forêt étant une sorte de métaphore de la liberté, c'est-à-dire que quand on est oppressé par l'autorité de la modernité, voire par d'autres autorités, on verra qu'il va très très vite devenir carrément anti-nazi, eh bien il faut savoir s'écarter, faire un pas de côté et retourner à nos origines, pas bestiales, mais nos origines forestières. Même si dans son livre, il explique bien que dans la forêt, on a d'autres dangers plus primitifs, plus sauvages. D'ailleurs, il faut que je pense à retrouver mon chemin. Et très très vite, il va devenir anti-nazi, parce que ce qui le dégoûte, même si là aussi c'est complètement en décalage avec l'époque, avec son milieu et avec l'étiquette nazie qu'il a sur le fond, il va être littéralement révulsé par l'antisémitisme et par le nazisme. Et d'ailleurs, il claquera la porte de son club d'anciens combattants, dont il était d'ailleurs un des héros, quand il saura que suite aux lois de Nuremberg, eh bien, les Allemands juifs, anciens combattants, en étaient exclus. Il a dit, si on exclut les anciens combattants, eh bien, moi je m'exclus moi-même. Et il va très discrètement rentrer dans une forme d'opposition au régime, et son étiquette d'écrivain préféré d'Hitler va relativement le protéger. 1940, victoire contre la France, il se retrouve à retourner à Paris, où il avait de toute façon des contacts avant la guerre avec les écrivains. Et là, il va être ami avec tous les généraux qui, en juillet 1944, comploteront contre Hitler. D'ailleurs, même s'il ne faisait pas partie complètement et formellement du complot, les conjurés auraient pu donner son nom comme un sympathisant, ce qui n'arrivera pas et ce qui le sauvera. À Paris, il est complètement écœuré par la déportation et la persécution des Juifs. Alors j'ai lu quelque part que dans son appartement, parce qu'il avait un appartement privé avec des habits civils où il recevait ses amis écrivains, il va planquer des Juifs. Et ce qu'on sait par ailleurs, ce qu'il écrit dans son journal, c'est qu'il était tellement révolté par le port de l'étoile jaune qu'à chaque fois qu'il croisait des Juifs dans la rue qui avaient ce signe qui se voulait infamant par les nazis, il se mettait au garde à vous. Et on a longtemps cru que cette histoire était exagérée ou rêvée ou métaphorique, symbolique. Et en fait, on a retrouvé assez récemment un très vieux monsieur qui était enfant à cette époque-là et qui disait, dans le quartier où habitait Junger, mes parents étaient surpris quand ils croisaient un officier allemand, pas n'importe lequel, toujours le même. Eh bien, il se mettait au garde à vous devant nous, et on n'a jamais trop compris ce que ça voulait dire. En fait, c'était une façon de, de, de nier le caractère infamant de l'étoile jaune.
Son fils qui va être carrément enfermé par les nazis parce qu'il insultait Hitler à l'armée, etc., va être envoyé dans une sorte de bataillon disciplinaire en Italie, où il va mourir d'ailleurs dans les derniers combats de la guerre. Ernst Junger, qui est quand même plus du tout en odeur de sainteté, va se retrouver muté d'office en Allemagne, où il va, quand les Américains vont envahir l'Allemagne de l'Ouest, il va rester les bras croisés attendant la défaite. Et donc après, il va entamer une sorte de traversée du désert, parce qu'il est complètement inclassable, d'accord, il était anti-nazi, mais c'était un nationaliste allemand, c'était l'écrivain préféré d'Hitler. Il devient, ce qui a toujours été, inclassable. Et très très lentement, avec l'édition de ses anciens livres, de nouveaux livres, et puis surtout avec les entretiens qu'il va donner, eh bien ça va devenir une sorte de conscience franco-allemande, de figure européenne, là aussi paradoxale, parce que son truc c'était évidemment pas, c'était pas l'Europe libérale pro-américaine, c'était l'Europe un petit peu rêvée des origines, et puis il mourra avant d'être un peu oublié en 1998. Donc voilà, c'était un petit exposé très, très incomplet et j'espère pas trop faux d'Ernst Junger, personnage inclassable et inclassé. À bientôt.